Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut Claire, bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Bah bien, merci. Bonjour Alexandra. Tout va bien. Je suis moi aussi hyper excitée et j'ai hâte de commencer ce podcast qui est le premier pour moi. C'est la première fois que j'en enregistre un. Génial. Alors Claire, du coup, on avait déjà fait un live ensemble sur Instagram, mais pour les personnes qui peut-être n'étaient pas là ou ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te représenter s'il te plaît? Alors, donc je suis Claire, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants, donc je suis une maman solo séparée et je suis aujourd'hui coach accompagnatrice en séparation et divorce. Donc je suis formation en travail social et j'ai aussi enseigné dans le secteur médico-social. Et voilà, j'ai toujours été en contact avec l'être humain et j'ai aussi appris aux élèves à s'occuper de manière bienveillante des personnes à différents âges de leur vie, dans leurs difficultés Ok. quotidiennes. Voilà. Et du coup, les femmes qui viennent vers toi, souvent, c'est quoi leur problématique, leur thématique, enfin la thématique de tes accompagnements au sens large? Alors, donc moi, j'interviens pour toute personne qui est touchée de près ou de loin par la séparation. Je dis de près ou de loin, c'est-à-dire à toutes les étapes. Ça peut être des personnes qui sont en couple et qui se posent la question de est-ce que je suis heureuse dans mon couple? J'aimerais partir, mais j'ai des peurs, ou peut-être que c'est pas la bonne idée de partir. J'accompagne aussi donc au moment de la séparation, que ce soit sur un aspect plus pragmatique, les démarches, la priorisation des actions, avoir une vision d'ensemble, la gestion des émotions. Et puis après, au cours de la séparation et même tard, lorsque la personne n'a pas encore réglé certains éléments qui proviennent de sa relation précédente, Mhm. dans le cadre de sa reconstruction. Donc là, on est plus sur reconstruction personnelle, conscience de soi, de ses peurs, de ses besoins, de ce à quoi on aspire dans la vie. Ok, super intéressant. Et du coup, c'est hyper large vu que tu peux partir de avant la séparation jusqu'à du coup la reconstruction après. Exactement, tout à Ouais, fait. super. Du coup, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait un grand nombre de femmes qui pouvaient se comparer aux coachs en se disant, bah, les coachs, trop bien, il leur arrive jamais rien dans la vie, ils ont une vie toute belle, toute rose. Et du coup, j'aimerais un peu casser ce mythe pour rappeler en fait aux femmes que bah, on est comme elles, on est des femmes avant tout, des êtres humains, et que bah, nous aussi, il nous arrive d'avoir des difficultés dans la vie. Donc, est-ce que tu serais OK aujourd'hui de nous partager bah, une difficulté que tu as rencontrée? Exactement. Bah, moi, justement, c'est ces difficultés, enfin, c'est le fait de vivre de manière très intense ces difficultés qui m'a donné envie d'accompagner d'autres femmes et d'être leur guide pour qu'elles ne se retrouvent pas dans la solitude dans laquelle je me suis retrouvée. Mhm. Donc, il y aurait plusieurs moments. Alors, j'en ai un peu deux en tête. On va commencer par un premier, Ouais. on verra après. Moi, le moment le plus difficile dans la séparation, ça a été celui où j'ai réalisé que ça y est, j'étais sûre de moi et j'allais vraiment me séparer. Donc, Ok. j'ai eu beaucoup de mal à gérer ça par rapport à la culpabilité, par rapport à mes enfants. D'accord. Donc, culpabilité de leur faire du mal, de briser la famille, de les rendre tristes, mais aussi la tristesse de me dire que je vais plus passer tout mon temps avec eux. Donc ça, c'est vraiment pour moi, je crois que c'est le moment le plus difficile que j'ai vécu dans la séparation. S'il fallait en Ok. citer un seul. Donc finalement, ça a été le fait de prendre la décision. Oui, ouais. L'annonce a été difficile aussi, mais vraiment le fait de réaliser que ça y Mm. est, ça allait être, j'avais pris ma décision, ça allait être mis en place, ça allait être plus un projet entre guillemets, mais ça allait être concret. C'est là où il y a eu une prise de conscience en fait. Cette prise de Ok. conscience a été très compliquée à vivre pour Mm. moi. Du coup, tu disais qu'il y avait un deuxième moment. Est-ce que tu veux nous en parler tout de suite ou... Tout à fait. Le deuxième moment, c'est le premier jour où je me suis retrouvée, le premier week-end où je me suis retrouvée seule chez moi, dans mon appartement. Donc, pareil, hein, alors c'est lié à moi, hein, moi c'est dès qu'il y a une prise de conscience concrète, ça a été très compliqué de se retrouver en fait face à la situation, de se retrouver seule chez moi, sans enfants, sans forcément d'objectifs dans le week-end, Mm. sans mon quotidien. Sachant qu'auparavant, moi j'ai été hébergée pendant quelques mois chez une copine, donc c'était pas du tout la même ambiance. Ouais. D'ailleurs, je la remercierai jamais assez. On était plutôt ambiance un peu copine. Enfin, voilà, elle m'a soutenue dans cette épreuve. Ça a fait un peu une transition. Mais le jour, donc c'était au bout de 6 mois, 6 mois après la séparation officielle, on va dire, où je me suis retrouvée vraiment seule chez moi, ça a été compliqué. Ok. Qu'est-ce que tu ressentais vraiment à ce moment-là, dans l'une et l'autre des situations? Qu'est-ce qui était vraiment difficile pour toi? Mhm. Alors, dans les deux cas, c'est la gestion des émotions.
et puis la Mhm. réalisation et les peurs aussi, la réalisation de ce qui va se produire et ce qui Ok. se produit. Mais aussi la projection. C'est-à-dire que donc, au niveau des émotions, ben, c'est voilà, la tristesse par rapport aux enfants. Et puis aussi les peurs pour la suite. Est-ce que du coup, je vais réussir à assez profiter d'eux? Est-ce qu'ils vont m'en voir? Est-ce qu'ils vont être en colère contre moi? Enfin voilà, les peurs sont aussi très présentes et nous gâchent un peu. Mhm. Ça rend encore plus difficile le moment présent. Pareil, lorsque je me suis retrouvée toute seule, bah, c'était la peur, peur de la solitude, peur d'avoir une nouvelle vie là comme ça où il y a le vide, peur peut-être de ne jamais plus retrouver une vie de famille. Enfin Mhm. voilà, c'est beaucoup de tristesse, donc les émotions réelles ressenties, mais aussi de peur par projection de la suite en fait. Ok. Et quand tu dis de la tristesse, tout ça, ça se manifestait comment chez toi, tes émotions? Est-ce que du coup, tu as beaucoup pleuré? Est-ce que Ah tu as... oui, Ouais, oui. Alors en fait, par rapport aux enfants, alors plus par rapport aux enfants que pendant le week-end, mais ok. effectivement, c'était tellement difficile que il y a un moment, je crois que le corps exprime pour nous. Parce que moi, je suis pas quelqu'un initialement je suis quelqu'un d'assez positive, donc j'ai Mhm. tendance à pas minimiser, mais à voir le bon côté des choses. Mais là, en l'occurrence, pour moi, à ce moment-là, il n'y avait pas de bon côté des choses, et effectivement, ben, c'était des pleurs incontrôlables en fait, des pleurs, Ok. des pleurs, des pleurs, voilà, beaucoup de tristesse, effectivement, et de pleurs. Ok. Et au moment de te retrouver seule dans ton appartement, comment tu t'es sentie vraiment en termes d'émotion? Alors là, on était plutôt sur de l'anxiété, en fait. Ok. Un mal-être intérieur. Là, on sent à l'intérieur de soi de l'anxiété, de l'angoisse, un espèce de mal-être. Voilà, on est plus que mélanger à la tristesse, mais de la colère aussi, de l'injustice. C'est ça, Ok. injuste de me retrouver aussi comme ça. Je me disais que j'avais pas mérité ça, de me retrouver isolée, parce que la séparation, il y a aussi des conséquences, pas uniquement pour le couple et les enfants, mais au niveau de l'entourage. Mhm. Et voilà, j'ai déjà un peu abordé cette question, mais quand on est une femme qui se sépare, je trouve que c'est difficile, c'est parfois injuste par rapport aux réactions de l'entourage. Là, je parle un peu plus éloigné. Ouais. Ça peut être amis, collègues, voilà, au sens plus large. Ouais, on en avait parlé, je crois, ensemble du Oui, fait de l'injustice, justement, de la séparation, je crois, quand tu étais une femme, c'est ça? quand on est une femme et ou quand on a pris la décision aussi. Mm. Parce qu'on a tendance à dire que voilà, celui qui prend la décision, c'est lui qui l'a bien voulu, et donc ben, il n'a qu'à en assumer les conséquences. Mm. Seulement, moi, voilà, sur mon compte aussi, j'avais posté un petit peu, des fois, c'est une décision qu'on prend parce que l'autre nous y amène, enfin, Bien parce qu'on n'a sûr. plus le choix, parce qu'on est malheureux, c'est pas parce on a envie de vivre notre meilleure vie toute seule, mais parce que à force d'avoir essayé, tenté, quand en face il n'y a pas de répondant, enfin, il y a un moment où on est obligé de se rendre à l'évidence et d'avoir le courage de prendre cette décision, qui n'est pas Mm. facile, qui fait également souffrir. Voilà. Ouais, c'est C'est important de important le aussi rappeler. Ouais. voilà, c'est important de rappeler que la personne qui part, c'est pas forcément celle qui souffre pas. Alors après, en termes de quantité, ça dépend de chaque situation, mais on peut aussi se sentir légitime à être mal et à se sentir mal, triste, en colère, alors que c'est même nous qui avons pris la décision. Mhm. En fait. Ouais, totalement. Et le deuxième versant de cette injustice vécue, c'est qu'en tant que femme, on est peu aidé, on est moins aidé, enfin, voilà. Alors en plus, la femme qui part, c'est encore pire. On a tendance à dire bon bah déjà elle a choisi donc il faut qu'elle assume et puis bon bah c'est une femme alors avec les enfants elle sait faire il y a pas de problème seule avec 3 enfants alors que le pauvre monsieur ben lui il a moins l'habitude de faire des repas alors on va l'inviter pour le Mm. soulager pour lui faire à manger pour ci pour ça et donc moi je me suis sentie un peu isolée mais ça j'en veux pas hein, forcément Mhm. pas spécialement je crois que c'est vraiment un peu sociétal on a tendance à aller vers on peut se dire que ça va être plus difficile pour l'homme, mais en vrai, c'est même plutôt l'inverse, parce que la femme, elle va avoir moins d'aide, et Mm. puis elle est moins bien vue. Une femme seule avec des enfants, c'est quand même moins bien vu qu'un homme seul avec enfants. Donc, c'est vraiment pas évident à vivre. Quand tu dis moins d'aide, c'est de l'aide de qui, du coup? Là, on est vraiment sur l'entourage proche. Mais ça peut être même la famille, hein. Euh, Ok. ça peut être euh, une maman qui voit son fils se séparer, je pense qu'elle aura plus tendance à aider qu'une maman qui voit sa fille se séparer. J'imagine, mais c'est inconscient, hein, c'est pas Ouais, parce que. ouais. Mais elle va se dire, elle va être plus inquiète avec son travail, comment elle va gérer, alors que nous, les femmes, on a l'habitude, ce qui n'est pas faux, mais ce qui demande quand même énormément d'énergie aussi. Donc, Mm. on peut avoir les mêmes difficultés après,
de l'épuisement, de se sentir débordé, de ne plus savoir quoi faire, comment faire, de pouvoir gérer correctement nos enfants, etc. C'est encore très stéréotypé et genré finalement que bah, c'est les femmes qui savent mieux gérer, qui s'occupent plus des enfants, qui font plus à manger, alors que peut-être en plus parfois c'est l'inverse et du coup tu vas moins aider une femme qui a peut-être moins l'habitude que son enfin son ex-conjoint ou quoi du coup. Tout à fait. Mm. Et il faut savoir aussi que financièrement, la précarité, elle est quand même chez les femmes monoparentales et moins chez les papas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, Ouais. mais ça, c'est un élément à prendre en compte. Donc, éventuellement, le papa, il va plus être en capacité de prendre une femme de ménage ou quelqu'un pour aller chercher les enfants, que la femme Ouais. ne pourra pas. Mais en plus, c'est elle qui a le moins d'aide. Et en termes d'aide financière, juste pour qu'on fasse le tour des aides, est-ce qu'il y a des aides différentes en fonction de si c'est un homme ou une femme ou ça pour le coup c'est assez pareil? Non, ça, c'est pareil, et heureusement, puisqu'on Ouais. on souhaite arriver à l'égalité, donc c'est normal que ce soit la même chose à ce niveau-là. Ce qui est important quand même en termes d'un premier conseil, si vous écoutez ce podcast, si vous êtes dans le cas, c'est vraiment de déclarer tout de suite votre séparation à la CAF. Parce que même si on est encore sous le même toit, on peut avoir des ressources qui sont séparées, juste au niveau de la CAF, pas les impôts maintenant, et des calculs, par exemple, pour la prime d'activité qui sera uniquement basé sur votre salaire et non celui de monsieur également ou madame. Donc ça, c'est important parce que ça, voilà, typiquement, moi, j'ai pas pensé à ça et j'ai perdu plusieurs mois de prime d'activité. Ok. Donc c'est très important de déclarer immédiatement les ressources à la CAF et ça peut même donner droit à d'autres prestations qu'on n'a pas le droit en couple parce qu'on a des plafonds trop élevés de ressources, comme le complément familial, par exemple, pour 3 enfants ou l'allocation de rentrée scolaire, alors qu'on y a le droit en étant seul, avec une seule salaire. Ok. Donc du coup, comment est-ce que tu as fait? Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu en es aujourd'hui Mhm. et ben, enfin, enfin, qu'est-ce que tu as mis en application pour sortir de tout ça? Alors moi aujourd'hui donc je suis séparée, je suis stable au niveau de mon logement, au niveau des enfants, on a pris notre routine. Après moi étant mariée, donc je suis passée par un divorce judiciaire, donc c'est long. Donc voilà, je suis un peu, j'en attends des différentes procédures, des différentes audiences, etc. Donc c'est vrai que c'est encore une période, voilà, moi je suis sur la fin, mais encore en attente. Après, par contre, par rapport à tout ce qui est reconstruction de moi, j'ai vraiment pu avancer par le biais. Alors, quelles ont été mes solutions? Dans un premier temps, ça a été compliqué parce que mais c'est le cas pour tout le monde. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. J'ai été plus dans le réactionnel, c'est-à-dire dans ne pas ressentir tout ça. Donc, sortir beaucoup, faire beaucoup de sport, travailler beaucoup, être tout le temps occupé. Ce qui fait que j'allais pas si mal que ça. Le problème, c'est que ça repousse en fait la Hmm. reconstruction. Et il y a un moment où on n'arrive plus, où on se sent épuisé, puis il y a bien un moment où on doit être mis face à nos émotions, face au deuil de la relation. Donc ça, c'est intervenu un petit peu plus tard, pas tout de suite, au bout de 6 mois. Vraiment, ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'était plusieurs choses. Je vais essayer de structurer. La première, c'est de ne pas être isolée. Vraiment, mon entourage très proche, hein, pas 30 amis, mais c'est 2, 3 amis, ont été très, très proches de moi. Ils m'ont vraiment accompagnée, mais des amis bienveillantes et assez neutres aussi sur la situation. Ça, c'est la clé. Hein. J'ai une amie vraiment qui a fait pour moi un travail de coaching. Hein. Si elle n'avait pas été là, je pense pas que je m'en serais sortie aussi bien et aussi rapidement. Ok. Donc vraiment ne pas hésiter à être entouré par des personnes bienveillantes et plutôt neutres. La deuxième, c'est que j'ai décidé, mais ça c'était vraiment la conséquence de ma séparation, de prendre le chemin inverse de celui qui m'avait amené à la séparation. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à ne pas m'écouter, à ne pas reconnaître mes besoins, à ne pas les exprimer, à ne pas me respecter presque. Et là, c'est ce qui m'a emmené à cette chute ou à cet échec, je sais pas comment on peut dire ça, même si pour moi, c'est pas forcément un échec, hein, une séparation. En tout cas, à l'époque, ça en était un. Et donc, j'ai fait le choix de changer. Si on continue tout le temps sur les mêmes processus, forcément, un jour ou l'autre, ça va continuer. Donc, j'ai fait le choix de vraiment me recentrer sur moi, écouter mes besoins, apprendre à me connaître, être hyper bienveillante avec moi et investir en moi-même. Chose que j'avais du mal à faire, même par rapport aux enfants. Évidemment, je me suis extrêmement occupée, mais j'ai compris que de s'occuper de moi dans un premier temps, c'est ce qui me permettrait d'avoir la force, l'énergie et de le faire correctement. Ouais. Donc, c'est passé par m'écouter, accepter les moments où je vais pas bien et que je suis pas obligée de faire 45 choses, savoir dire non,
aller voir un thérapeute, même si ça coûte de l'argent, ben, tant pis, c'est le plus important. Je fais moins de resto, moins de je ne sais pas quoi. Et puis aussi par rapport à mes projets professionnels, notamment celui de coach, me faire accompagner. Donc j'ai investi voilà, de l'argent, même si c'était pas forcément évident pendant une séparation, mais j'ai cru en moi, je connaissais mes capacités. Mais là, à la différence des autres fois, ben, j'ai cru vraiment, au-delà d'avoir conscience de mes capacités, je suis passée à l'action. Je me dis, mais je peux le faire, je peux investir, je sais que je vais pas mettre mon argent à la poubelle. C'est en ça que je fais le rapprochement avec du coaching aussi, c'est ça, investir en soi. Parce qu'on se dit souvent, oui, mais j'ai pas d'argent, on verra après, mais en fait, c'est un peu du temps et de l'argent gâché, parce que il y a un moment où ça va vous rattraper, que ce soit au niveau ben, de vos actions ou des Mm. finances. Pendant un divorce, on peut faire beaucoup d'erreurs qui peuvent coûter cher financièrement, notamment rien que par rapport aux ressources cap, des choses comme Ouais. ça, au choix de l'avocat, enfin, il y a plein d'événements, et aussi par rapport à la reconstruction de soi. Plus on commence tôt, plus ça va être facile et moins ça sera long. Voilà, Mm. c'est vraiment le conseil, c'est d'investir en soi. Mais ça peut être aussi, je sais pas, s'il faut partir, c'est ce que j'ai fait, c'est partir en voyage pour se ressourcer, consulter un thérapeute. Enfin, il y a plein de possibilités aussi, faire de la méditation. Enfin, Totalement. en se connaissant, on sait ce qui est bon pour nous. Mhm. C'est assez intéressant ce que tu dis, investir sur soi et parfois on peut manquer d'argent et tout. Et je pense que c'est important aussi de regarder où est-ce que tu mets l'argent. Tu vois, tu as dit toi que ben, tu t'étais permis d'investir et tu ferais moins de restos ou moins de trucs à côté. Et je pense que c'est important aussi de voir tout ça, où tu mets de l'argent qui finalement te fait pas tant de bien que ça et où est-ce que tu peux le mettre et où ça te fera encore plus de bien et où tu vas apprendre à te connaître et pouvoir avancer plus vite en fait sur ce cheminement. Oui, oui, tout à fait. Oui, je crois que c'est la clé en fait. Enfin, la clé de la reconstruction et de s'en sortir sur une séparation, c'est vraiment de se recentrer sur soi et de s'écouter et d'écouter ses besoins, que ce soit sur la gestion des émotions, mais que ce soit aussi sur la séparation, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes projets de vie, sur notre entourage aussi, comment est-ce que j'ai envie d'être traitée, comment j'ai envie d'être en relation avec les autres. Donc, de repérer tout ça et après de mettre en place des actions pour, c'est-à-dire que vraiment, ce genre de relation, moi, je veux plus. Donc, de Ouais. devenir bienveillante, puis communiquer à des personnes de mon entourage que pas dire que c'est leur faute, mais que moi, ça ne me correspondait plus. Mm. Et tout ce qu'on enlève en fait de négatif dans sa vie, en s'écoutant, en ayant conscience de soi, de ses besoins, eh bien, c'est de l'énergie gagnée pour se concentrer sur ce qui va vraiment nous permettre d'évoluer, Mm. que ce soit personnellement, professionnellement, sur tous nos projets. Et tu Pour moi, c'est disais, vraiment la clé en fait. ouais, carrément. Et tu disais que ben, contrairement aux autres fois, tu étais passé à l'action vraiment. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé à l'action? Est-ce que tu as, bah, du coup, justement, encore pour aller plus loin, un conseil à donner pour passer à l'action? Pendant la séparation, pour Ouais. la séparation, hein, oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'avoir quand même, ce qui est important dans la séparation, c'est qu'il faut quand même avoir à essayer de faire le tour de la question, de se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je veux, et de regarder si j'ai essayé de tout mettre en place, à peu près, ce qu'on est dans la perfection, pour que ça aille. Et au bout d'un moment, il faut aussi être lucide et avoir prendre ses parts de responsabilité, même si on est dans le mode je subis des choses que je ne devrais pas subir. On a aussi la responsabilité de dire stop, j'arrête de subir ces choses que je ne veux pas subir. Donc la question, c'est vraiment là d'être clair en fait, de définir, de poser sur un papier le pourquoi on part, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, est-ce que notre relation correspond à ces aspirations, et est-ce qu'il y a des possibilités que cette relation corresponde. Et si j'ai essayé, et si non, stop, arrêtons les dégâts. Il y a un moment, voilà, on ne peut pas se battre contre des choses sur lesquelles on n'a pas pouvoir en fait. Il faut vraiment retourner sur sa responsabilité à soi-même, Mm. les choses que l'on peut changer soi, mais on va pas changer les choses que l'on peut pas changer, ça demande un lâcher prise. On ne changera pas l'autre s'il ne veut pas. On ne Mhm. changera pas ce fonctionnement si en face la personne n'est pas d'accord. Donc Mhm. voilà, c'est vraiment prendre ma responsabilité en fait de quelles sont mes possibilités à moi de m'en sortir et de m'écouter, d'écouter ce dont je veux dans la vie. Et aussi le fait de faire de pas trop me projeter, les actions une après les autres, pas après pas. Parce que c'est sûr que si on regarde une séparation, un divorce, si là je vous fais tout l'explicatif de ce qui va se passer, ça fait peur. Mais en vrai, si on fait une chose après l'autre, c'est bon. Donc première étape, euh, j'annonce, alors je fais le point sur ma relation et je suis sûre de moi ou pas. Mais, si je suis sûre de moi, oui, après, bah, dans auquel cas, je peux aller voir un conseillère conjugale. Voilà. Deuxième étape, j'annonce de manière bienveillante à mon partenaire. Ou alors après, des fois, on subit aussi. Hein, donc si on subit, ben,
C'est je prépare l'annonce aux enfants, à l'entourage. Après, je fais une priorisation de toutes les démarches qu'il y a à faire et je fais la première. Par exemple, la CAF, le logement, enfin, voilà. Un pas après l'autre. Et c'est là où moi aussi je peux intervenir en étant ce guide qui m'a manqué moi à l'époque un petit peu parce que j'essayais de faire ça, mais voilà, quand on est dedans, c'est compliqué. Puis on n'a pas forcément aussi toutes les informations au moment M. Donc, Mhm. moi, le fait de m'être beaucoup informée, j'ai aussi beaucoup d'informations globales sur, même si je suis pas juriste et avocate, hein, mais sur tous les aspects sociaux, administratifs, financiers, logement, voilà, qui me permet d'avoir une vision globale et de dire en priorité, il y a ça, puis en fonction de la situation de la personne aussi et de ses émotions. Si on va pas bien, on va pas dire, allez, bah, tu vas te réorienter professionnellement là maintenant. Enfin, voilà. Chaque chose en son temps. Carrément. Une action après l'autre et avec ça, on y arrive. C'est les petites actions qui font les grands changements. Yes, je suis d'accord. Euh, et du coup, j'ai une question qui me vient, qui est en lien avec justement la séparation et en lien avec le précédent podcast que j'ai fait justement autour de la séparation avec Charline. Comment est-ce que tu gères le fait, tu nous as parlé au début de la culpabilité par rapport aux enfants? Parce que on entend souvent, non, je peux pas me séparer, j'ai des enfants. Tout à fait. Alors ça, c'est drôle parce que je suis passée des deux extrêmes. Alors, bien évidemment, on va reposer le contexte. Des enfants avec deux parents heureux qui s'entendent bien, c'est l'idéal. Par contre, entre avoir des enfants dans un contexte familial conflictuel, mais même on peut juste parler de violence, hein. Alors, quand il y a des violences, c'est encore pire, mais même un contexte désagréable avec des relations non positives, Mhm. respectueuses, bienveillantes, eh bien, il vaut mieux pour l'enfant, enfin, moi je pense, qu'il vaut mieux avoir des parents séparés mais sereins que subir une ambiance familiale qui est délétère. Pour Mhm. plusieurs raisons, notamment par rapport au fait que pour les enfants, on leur montre quoi comme exemple en fait? On leur montre comme exemple que eh bien, quand on a une difficulté, non, on reste et on subit. Et moi, je trouve que c'est une belle leçon de vie de pouvoir dire à l'enfant, bah voilà, regarde, quand tu n'es pas bien dans une situation, eh ben, il y a des possibilités, il y a des solutions. Alors peut-être que dans les solutions, tout n'est pas idéal, mais il y a des solutions pour aller vers un mieux. Et même si c'est difficile, ben, je te montre l'exemple que Mhm. voilà comment il faut faire si jamais tu as des difficultés dans la vie. Après aussi, ça évite que l'enfant porte la culpabilité de la relation de ses parents. Parce que bon, si on reste pour les enfants, ça peut être un petit peu lourd à porter pour eux. Ouais, Donc, carrément. voilà, il faut faire confiance aussi en ses enfants, sur leur capacité d'adaptation. C'est pas si horrible. C'est sûr que c'est des fois dur de quitter ses enfants et pour les enfants aussi. Mais finalement, quand les deux parents sont à peu près se sentent bien, enfin voilà, quand les choses se passent bien, vraiment, au fur et à mesure, on est sur des situations qui sont totalement bien gérées par l'enfant. Mhm. Après, quand c'est un peu plus conflictuel, si on est à l'écoute de l'enfant, si on met en place des choses, et des moments d'écoute, des séances chez le psychologue, des petits livres aussi qui aident, l'enfant il va bien aussi. De toute Mhm. façon, c'est pas la vie en fait. La vie, c'est pas de pas avoir de problème, c'est d'apprendre à surmonter les problèmes. Donc ça leur Ouais. donne, je trouve, une belle leçon de vie en fait, Mhm. aux enfants. Au contraire. C'est-à-dire que si ça va pas bien, moi je trouve que le pire, c'est de rester. Si vraiment dans le couple ça ne va pas bien et que qu'il y a une ambiance qui est néfaste et négative. Alors que je pensais pas ça au début du coup. Je suis presque fière du coup d'être partie pour cette raison. Ouais. Évidemment que j'aurais préféré que ça se passe tout bien. Là, ça aurait été l'idéal. Mais il faut regarder aussi, voilà, parce que souvent on compare la vie idéale, oh, ça serait trop bien de rester pour le chien, mais c'est pas vrai. Votre vie, elle est pas. Si vous êtes au bord de la séparation, vous n'êtes pas dans cette vie où les parents sont bienveillants, s'entendent à peu près bien. Non, vous êtes dans une situation où vous êtes mal, vous êtes déprimé. Enfin, les enfants, ils ressentent tout ça. Bah Donc, ouais. c'est pas mieux ça que d'avoir les deux parents séparés et qui continuent leur projet, qui montrent qu'ils se battent pour aller mieux, parce qu'on est d'accord que c'est pas simple non plus, hein, mais ça donne vraiment une belle leçon de vie à l'enfant Mhm. d'aller dans ce sens-là. Et tu partages souvent, je crois, en story des livres justement qui t'ont aidé, j'imagine, et qui peuvent aider les enfants aussi dans ces moments. Tout à fait. Alors, j'ai fait une petite vidéo. Alors, j'essaie de faire des vidéos courtes, comme on aime bien au départ. Et précises et efficaces. Alors, je n'arrive pas tout le temps, mais là, je me dégueulance pour les petites vidéos. Donc, j'ai fait une vidéo de 2 minutes sur. Là, j'ai présenté 4 livres, effectivement, en fonction des différents âges, qui aident. Et vraiment, moi, mes filles, elles adorent lire ces livres parce que ça parle de leur vie et ça dédramatise, en fait. Ça Mhm. normalise un petit peu, bah, ils sont pas les seuls.
Et puis, ça permet de mettre des mots. C'est l'occasion aussi de mettre des mots, de créer des moments, en fait, pour en parler. L'important, c'est juste que l'enfant puisse en parler. C'est tout, Mm. même si on n'a pas de solution à leur tristesse, qu'ils se sentent écoutés, c'est le plus important. Après, hop, ils passent à autre chose, et puis ils reviennent quand ça les travaille, nous dire, puisqu'ils ont compris qu'on était à disposition pour leur parler de leurs émotions. Cool. Donc, si tu devais nous donner un conseil par rapport à tout ce que tu nous as dit, un conseil pour faire face à une situation, pour faire face à une séparation, à un divorce, avec enfant, sans enfant, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil, si tu devais en donner qu'un? C'est dur. Si, si. Un seul conseil, vraiment, dans la séparation, c'est se recentrer sur soi. Vraiment, moi, c'est là-dessus que je travaille. C'est la clé, en fait. Si on sait qui on est, si on connaît ses besoins, si on connaît nos valeurs, et qu'on met en place ce qu'il faut pour les respecter, c'est la base, en fait. Le reste se fera. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir 10 000 process. Si on comprend qui on veut être, voilà, nos besoins, je répète, mais c'est important, ce à quoi on aspire, nos valeurs et nos limites, et qu'on se respecte. Si on fait le point là-dessus, qu'on est clair, qu'on est responsable aussi de soi et conscient de soi, eh bien le reste va venir de manière un peu plus claire par la suite. C'est vraiment la base en fait. Parce que sinon, c'est du bricolage. Si on prend une petite décision par-ci, une petite décision par-là, si on n'est pas au clair avec soi-même, on va pas pouvoir vraiment se reconstruire, regarder où est-ce que ça va pas, aussi les choses qu'on peut améliorer chez soi, voilà. Donc, être conscient de soi, être centré sur soi, écouter ses besoins, se prioriser. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours, moi, à la fin de mes postes, prends soin de toi. Parce que pour moi, c'est la clé, en fait, pour prendre soin des autres. Moi, c'est ce que j'adore faire. Mais j'ai compris que d'abord, il fallait que je prenne soin de moi. Totalement, je suis Et bien totalement prendre soin de mes enfants d'accord. et mon entourage. Pour mieux donner en fait. Et moi, j'aime beaucoup dire, alors ça peut paraître fort pour certaines personnes, mais j'aime beaucoup dire sois égoïste dans un premier temps pour être un meilleur altruiste. Parce que Mm. souvent, on va donner énormément, mais en fait, on va pas donner de manière altruiste parce que finalement, on attendra de la reconnaissance ou autre derrière, même si on dit que non. Alors que si tu es égoïste dans un premier temps, si tu apprends à vraiment te connaître, à savoir ce que tu veux vraiment et ce que tu aimes, eh ben, tu pourras donner plus facilement à des personnes avec qui tu connectes, qui sont en lien avec tes valeurs, qui partagent les mêmes valeurs que toi. Exactement. Mais je suis tout à fait d'accord. Plus on est proche de soi et plus on est proche des autres également. C'est ça la relation aux autres. Et c'est important aussi à travailler pour une éventuelle future relation parce que j'imagine que c'est ce à quoi on aspire aussi quand on sait pas. Alors pas tout de suite, hein, évidemment, mais que beaucoup de personnes veulent un jour retrouver l'amour. Eh bien, si on a une bonne relation à soi, on pourra être bien en relation à l'autre. Mais si on reste sur des relations à soi qui dysfonctionnent, où on se nie, où on s'écoute pas, ça va recommencer. Donc c'est important aussi de travailler ce point-là. Ouais, et ben totalement, ça me fait penser à ma relation perso du coup et à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je me suis séparée d'une relation assez toxique il y a maintenant, je ne sais plus, 8 ans, je crois. Et en fait, c'était donc en 2018 et jusqu'au confinement, donc mars 2020, premier confinement. Et ben en fait, je faisais comme toi, j'occupais tout mon temps. J'étais tout le temps dehors, je sortais, je faisais des soirées, j'étais tout le temps avec des copines ou avec ma famille et ça a duré vraiment 2 ans. Et en fait, au moment du Covid, bah, je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement et donc en fait, bah, j'avais plus rien à faire si ce n'est m'occuper de moi. Et donc là, je suis vraiment rentrée dans cette démarche justement de développement personnel, apprendre à me connaître, connaître mes valeurs. Et en fait, bah, tout a totalement changé puisque à la fin du confinement, j'étais hyper au clair avec moi et j'ai rencontré bah, mon chéri avec qui ça a connecté direct parce que ben, moi, je savais qui j'étais, je me connaissais, je savais ce que je voulais plus aussi, comme tu disais. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de connecter avec cette personne, de mieux connecter parce que dans les 2 années qui sont passées avant, j'ai pas rencontré une seule personne. En tout cas, pas une avec qui ça a matché, tu vois. Exactement. Et puis des fois aussi, j'ai des questions, moi, sur Instagram, sur comment je vais retrouver l'amour, comment ne pas me faire avoir, comment avoir de nouveau confiance. Bah, en fait, si on se connaît et qu'on connaît nos limites, nos besoins et qu'on se respecte, ça va être automatique. On va avoir des radars. Cette phrase, hop, c'est pas possible. Donc, on va pas perdre de temps avec des personnes qui vont pas nous correspondre. Ouais. Voilà, vraiment, la conscience de soi, c'est la clé même pour les relations futures. Ah, mais Pour les carrément. personnes qui sont là, j'ai toujours le même type de relation, j'attire toujours les mêmes personnes. Mais oui, mais il faut regarder ta responsabilité. C'est pas que c'est ta faute, mais en quoi tu n'as pas mis en place l'action qui te permette de ne pas rentrer dans une relation avec ce type de personne. Voilà. C'est important aussi pour la suite, de se connaître et d'avoir. Après, on a des petits radars sur tout, on voit tout, on est Ouais. clairvoyant, on voit les choses de manière.
Ça on n'est jamais à l'abri de se faire avoir, on est d'accord, hein, Bien sûr. comme dans tout dans la vie. Mais quand même, d'être clairvoyant, on sait exactement où aller, où ne pas aller, et ça prend pas Ouais. de Et trop c'est de beaucoup temps plus et de facile en difficultés. fait. C'est fluide. Voilà, tout à fait. Ouais. Top. Et ben on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Claire, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour échanger avec toi, te connecter avec toi justement où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, pour me contacter, donc moi, c'est sur mon site Instagram, Claire Naïla. Donc, je suis là principalement, donc j'écris des posts. J'essaye, dans un premier temps, d'apporter, hein, moi aussi, j'ai à souhait d'apporter des outils, des éléments concrets, des réflexions aussi qui peuvent amener la personne à cheminer euh, dans cette séparation. Et pareil, en story, j'essaye d'être là pour apporter un peu d'aide avec les reposts de différentes publications qui peuvent être intéressantes. Et ensuite, eh bien, je suis disponible beaucoup, beaucoup par message privé. C'est là où j'échange avec pas mal d'entre vous. Et si jamais vous pensez que vous serez intéressé pour être accompagné, je propose un premier entretien de 30 minutes pour faire le point sur votre situation, que je fais payer 30 euros. Et après, si vous souhaitez aller plus loin, eh ben, j'ai des accompagnements que je vous propose. Les 30 euros sont remboursés du coup si vous prenez un accompagnement pour aller là reconstruire en profondeur. Et moi, c'est ce que je conseille vraiment. Voilà. Après, des fois, il y a des personnes qui prennent le premier accompagnement, qui ont besoin de temps, effectivement, pour réaliser tout ça, pour cheminer, et qui reviennent vers moi. Mais si on veut faire un vrai travail de profondeur, c'est pour ça que je propose que à partir de 3 séances. Ça en fait 4 avec la première. Et à mon sens, voilà, c'est ce qu'il faut au minimum pour pouvoir atteindre de vrais objectifs pour s'en sortir dans la séparation, pour y voir plus clair, pour avoir conscience de soi, de ses besoins, etc. Mhm. Ok, Donc, ça se top. passe beaucoup en message privé Ouais. sur Instagram et Donc on sur te mes stories et contacte. mes publications. Tout à Ouais, fait, on te vous me contacte contactez sur directement. Instagram. Ne pas hésiter, je suis toujours très contente de répondre à vos questions. Des fois, c'est des petits échanges comme ça c'est agréable des deux côtés. Voilà. Top. Et ben merci beaucoup Claire pour ce moment d'échange. C'était hyper intéressant et hyper riche. Ça nous permet aussi d'avoir une deuxième facette par rapport au podcast avec Charline, d'avoir d'autres éléments et c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi pour l'invitation.